Je te laisse une minute le temps de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ok? J'attends. Ça là-bas. Nouvelle maman. Soyez prête. Soyez prête. Mmh. Mmh. Faut pas dire que je ne vous avais pas dit. Voilà ça que je vous dis aujourd'hui. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Merci à mes anciens abonnés. Et merci à ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois. Je vous prie de vous abonner. Et je veux dire merci à ceux qui regardent une de mes vidéos pour la première fois. Si vous voulez voir plus de contenu venant de moi, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ok? Avant de passer au vif du sujet, voilà, on passe à mon girl générique. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur le postpartum. Le postpartum. Attendez d'abord. Les choses que vous voyez sur Instagram là. Oh, mon baby. My baby is so cute. Oh, new mom, fresh mom. Bla, bla, bla. Vous allez lire le... Bon, que je n'exagère pas non plus. Être nouvelle maman, c'est pas l'enfer. Mais franchement, c'est loin, mais loin de ce que la plupart s'imaginent en fait. Je veux dire, même pour celles qui sont assez responsables, qui se disent, je sais que ça vient avec des responsabilités, croyez-moi. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Vous n'avez pas idée. Parce que vraiment, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Franchement, je vous dis, c'est chaud. Qu'on se montre pas, qu'on se dise la vérité, c'est chaud. Bon. Avant que j'exagère encore une fois trop, celles qui vivent en Afrique et qui, vous savez, ont la famille autour d'elles, ont les parents, les grands-parents, les cousins, les tantines, les grands-neveux qui ont déjà 16 ans, 17 ans. Franchement, je pense que cette vidéo vous concerne un peu moins. Je parle à mes sœurs qui, comme moi, vivent ici en Occident. Franchement, être maman dans ce pays, c'est chaud. Même quand tu as ton partenaire avec qui tu vis, pour celles qui sont encore seules, genre les mères célibataires, single moms, là, franchement, je vous donne le respect. Non, je vous respecte parce que sinon, moi, je pique une crise. Hein. Franchement, je vous dis, je pique une crise. C'est tellement difficile d'élever un enfant ici, seul en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Même à deux, déjà, c'est difficile, mais combien de fois quand tu es seul? Parce qu'il faut gérer les finances, il faut gérer... Bref, on va rentrer dans les détails au cours de la vidéo. Faut pas que je m'emballe trop parce que franchement, cette vidéo aussi, il fallait que ça sorte. Parce que pour moi, franchement, je vous dis, c'est une forme de thérapie. Même pour moi, qui suis nouvellement maman, c'est une forme de thérapie. J'enlève mon stress dans cette vidéo. Je déverse ça sur vous. J'assume. D'accord. Alors, bienvenue dans ma vidéo. Comme je disais tout à l'heure, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses auxquelles beaucoup ne s'attendent pas pendant le postpartum. C'est quoi le postpartum déjà? C'est l'après-accouchement, après-grossesse. C'est-à-dire que le postpartum, c'est quand tu étais enceinte, tu as accouché. Dès que ton bébé naît là, voilà, c'est là-bas que le postpartum commence jusqu'à ce que... Jusqu'à peut-être ce que l'enfant est à l'école. Voilà. C'est ça le postpartum. Donc, alors, les 10 choses que je vais vous présenter, disons, sont plus fixées sur le mental et sur le physique de la femme qui justement vient d'avoir un enfant. Je fais cette vidéo pourquoi? Pour que vous, les nouvelles mamans, là, vous soyez préparées, c'est-à-dire que vous ayez les pieds sur terre. Pour que celles-là qui souhaitent avoir un enfant et qui peut-être, je me dis, ne sont pas forcément prêtes comme elles pensent dans les têtes là. Regardez cette vidéo parce que peut-être ça va vous dire, ça va vous aider à comprendre que peut-être qu'il faut que j'attende encore 1 ou 2 ans. Il faut que j'attende d'avoir fait ci ou ça avant vraiment de me lancer parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais vraiment tout à fait être préparé à 100%. On ne peut pas être préparé à 100%. Mais je pense qu'il est quand même nécessaire d'être au courant de certaines réalités avant de se dire, voilà, je prends la grosse responsabilité sur mes épaules de mettre un enfant au monde. Franchement, c'est pas, it's no joke. Ce n'est pas la blague. Ça ne rit pas, ça ne rigole pas.
Ça saigne. Voilà. Donc, pour commencer, la première chose dont j'aimerais qu'on parle, en fait, c'est la chose qui est la plus évidente, vraiment, les changements que l'accouchement apporte à notre corps en tant que femme. Quand tu viens d'accoucher, je pense que c'est tout à fait normal. Nous savons toutes que ton corps change. Et en fonction des physiologies, on dit quoi, physiologie, physionomie, bref, en fonction du corps de chacune et de sa génétique et de son alimentation, certaines femmes vont prendre plus de temps à se régénérer que d'autres en fait. Et il y en a qui peuvent, voilà, dont le corps revient à la normale après peut-être, je dirais, 6 mois, 7 mois, son corps est déjà à peu près encore prêt à être mis sur le marché. Et pour d'autres, ça peut prendre 1, 2, disons jusqu'à 5 ans pour que ton corps revienne en soi. Mais en général, pour celles qui ont trop d'attentes un peu surréalistes, là, moi je vous préviens, un corps normal, naturel, après l'accouchement, a besoin de minimum 2 ans. Je dis minimum 2 ans pour refonctionner normalement. C'est pas la blague. Parce que quand tu accouches d'abord, le temps que ton utérus même reprenne sa forme initiale, c'est des mois et des mois. Et c'est normal donc justement que si tu as un ventre avec un utérus qui est encore gonflé, tu vas pas t'attendre à ce que ton ventre redevienne comme si tu avais des abdos en fait. Parce que je pense que c'est aussi important de laisser le temps à son corps même de se régénérer de façon naturelle. Donc, moi, je ne conseille pas d'accoucher 2 semaines après, tu es en salle de sport parce que tu veux absolument que ton corps, que ton ventre redescende, en fait. C'est tout à fait... Franchement, c'est la pire des choses à faire. Laissez votre corps faire son travail parce que c'est programmé naturellement. Le corps sait ce qu'il a à faire. Donc, pour vous dire, je sais que tout le monde sait, je sais que ce n'est pas une nouvelle que je vous apprends que genre, oui, quand tu vas accoucher, ton corps va changer. Tout le monde sait ça. Bien sûr, beaucoup de femmes le savent. Mais ce que beaucoup ne savent pas, en fait, justement, c'est le nombre de temps que ton corps peut prendre à redevenir normal et aussi le choc, en fait, qu'on a directement après l'accouchement. Moi, franchement, quand j'ai regardé mon ventre après l'accouchement, j'étais choquée. J'étais choquée. Vous voyez comment je suis là, vous voyez mon teint et tout normal, naturel là. Mon ventre, on aurait dit que c'est le ventre d'une autre personne qu'on a collé sur moi. C'était pas moi. C'était tellement différent, je vais dire ça comme ça, hein, et c'est évident de choquer. C'était tellement différent que je me suis dit, mais ce truc-là, c'est impossible en fait, ça va jamais partir, ça va jamais redevenir normal. Mais croyez-moi, le corps humain, le corps de la femme le corps humain fait des miracles. Tu laisses le temps à ton corps, tu te reposes, tu t'occupes de ton enfant. Franchement, ça part seul. Souvent, il y a des jours où je me regardais, même au début, je regardais tout le temps que, mais un jour, je regarde, je dis que le ventre, c'est toujours là. 2 jours, je regarde. Après, un temps, je dis que tu sais quoi, pardon, je regarde même plus. Après, maintenant, quelques mois, je suis encore revenue, j'ai regardé, j'ai dit, wow, franchement, je suis redevenue normale, en fait. Et j'ai pas eu besoin de, tu sais pas, de trop gainer, de trop, je sais pas moi, trop, les gaines, quand on serre le ventre, on serre les intestins, on n'arrive même plus à respirer là, pardon. J'ai pas eu besoin de tout ça. Je sais que certains en ont besoin, mais je pense que c'est vrai qu'on vous dit, oui, c'est quand tu accouches, il faut directement gainer ton ventre pour que ça ne tombe pas et tout. Moi, je pense que c'est pas une bonne pratique parce que tu sais tes organes qui ont besoin de fonctionner naturellement pour redescendre d'eux-mêmes, en fait. C'est un peu un truc que tu ne dois pas les compresser, en fait. Donc, il faut faire attention au moment à partir duquel vous commencez à utiliser les gaines et tout ça. Parce que, franchement, je pense que c'est pas bien de brutaliser son corps quand on vient d'accoucher. Vous voyez un peu. Donc, soyez préparés à votre nouveau corps. Psychologiquement, ça touche. Je sais que dit comme ça, moi je savais quand je suis normale, je savais que oui, après mon corps va changer, mais je me disais, ah, de toutes les façons, c'est rien, je maîtrise. Je ne maîtrisais pas. Franchement, ça t'affecte psychologiquement. Souvent, on a même du mal, on fait un déni. On a du mal à admettre que ça nous affecte, mais ça nous affecte en fait. Parce que qui es-tu? Tu n'es pas un super-héros. Déjà, tu as ton ventre qui est là, ça prend une couleur que tu ne connais pas, des plis bizarres. Et après, tu as aussi des vergetures. Pour celles qui ont la malchance, mais elles ont des vergetures, mais partout, sur les seins, sur le ventre, sur les hanches, sur les cuisses même, genre sur toutes les cuisses. Il y en a qui ont même sur les mollets, s'il vous plaît. Pour vous dire, c'est pour ça que je pense que, comme je répète, c'est vrai que j'ai dit ça dans ma vidéo précédente sur la grossesse et tout. C'est important de manger sainement. Je dis ça parce que beaucoup se disent, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui, quand elles accouchent, elles ne prennent pas le poids, d'autres, quand elles accouchent, elles triplent carrément des kilos et après elles restent comme ça toute ta vie et tout. Franchement, moi je vous dis le secret pour ne pas prendre de poids pendant la grossesse, c'est comment vous mangez. Ce que vous mangez et quelle quantité vous mangez. Je vous dis la vérité, il n'y a pas d'autre secret.
Parce que je vous explique brièvement avant de passer au deuxième point. C'est que, en fait, c'est clair que quand tu es enceinte et tout, il y a des changements hormonaux qui se passent, ce qui pousse à prendre naturellement du poids et tout. Mais si franchement, malgré les changements hormonaux, tu t'alimentes normalement, c'est-à-dire tu manges des fruits, des légumes, des céréales, tout ce qui est bien pour l'enfant et tout, des noix et tout ça là, des dattes, voilà, bon bref, des carottes, bon, tout ce que vous connaissez là. Et que tu ne manges pas des trucs qui t'apportent trop un poids supplémentaire. Comme j'ai dit aussi, tu ne manges pas pour deux, tu manges justement. Quand tu as faim, tu manges à ta faim en fait. Tu ne te dis pas, oh, je suis rassasié, mais il faut que je mange encore pour mon bébé. C'est quel bébé que tu vas nourrir jusqu'à ce que tu manges 3 plats de riz au lieu de manger un plat de riz. Donc le petit enfant qui n'a même pas encore 2 kilos là, c'est pour nourrir 1 kilo que tu manges 3 plats de riz par jour, maman. Il y a n'exagérez pas aussi. Donc comme je disais tantôt, manger vraiment à sa faim. Parce que quand tu vas manger comme ça, la prise de poids que tu vas en fait expérimenter ne sera pas due à ton alimentation, mais à tes hormones. Ce qui, par conséquent, va faire que quand tu accouches, et que tes hormones se régularisent, au fur et à mesure que tes hormones se régularisent, ton corps aussi, les kilos que tu auras pris vont aussi diminuer en même temps que tes hormones vont baisser en fait. Donc tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts pour que ton corps normal revienne. C'est clair qu'après, tu ne vas pas redevenir, si peut-être avant d'accoucher, tu avais 60 kilos. Après l'accouchement, tu ne vas pas directement revenir à 60 kilos. Tu vas peut-être revenir à, disons, 65, 66. Pour celles qui vraiment se sont alimentées, comme je suis en train de dire là, normalement. Voilà. Et donc, bref, ça c'était une parenthèse, une très grosse parenthèse d'ailleurs. Donc, soyez préparés au changement de conseil drastique. Ça peut choquer, mais ne paniquez pas. Parce que c'est qu'au début, là, quand tu vois vraiment comment ton corps a changé, tu peux paniquer, tu peux te dire, mais ça peut même te faire, tu n'aimes même plus ton enfant parce que tu te dis tout ça, c'est à cause de l'enfant et tout. Et pourtant, c'est une phase en fait. Ça va passer, tu vas redevenir normal. Franchement, les filles, ne paniquez pas. Ça va être chaud, mais ça va passer. Voilà. La deuxième chose à laquelle on ne s'attend pas forcément, c'est la fatigue. On sait que quand tu accouches, tu n'as plus de temps pour toi. Tu fais beaucoup d'efforts pour ton enfant, pour t'occuper de l'enfant, parce qu'un nouveau-né, ça demande vraiment des soins non-stop. Donc, en gros, on est vraiment toujours constamment fatigué. Mais je vous dis, c'est une fatigue, genre, tu es tellement fatigué qu'à un niveau même, tu ne comprends même plus. En fait, tu n'as pas le temps de réaliser même. En fait, tu es fatigué, mais tu n'as même pas le temps de penser à que, ouais, il faut même que je me couche pour dormir, parce qu'il faut que tu t'occupes de l'enfant. Pour celles qui t'aident, celles qui ne t'aident pas, peut-être, c'est différent. Celles qui n'allaitent pas l'enfant, c'est différent. Mais pour celles qui allaitent, sachez que non. Vous allez travailler, vous serez esclave de votre enfant pendant des mois, avant qu'après, vous allez trouver votre rythme. Et justement, cette fatigue, elle est due à quoi? Cette fatigue, elle est due, par exemple, au fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, ton corps change et ton corps a besoin de beaucoup d'énergie pour se régénérer. Déjà, il y a ça. Et il y a aussi le fait que certains ont même mal au dos. Donc, tu as cette fatigue constante due au fait que tu as des parties de ton corps qui te font mal, des courbatures. D'autres ont des pieds qui ont gonflé. D'autres ont peut-être eu une césarienne. Donc, il faut forcément qu'elle soit toujours couchée, qu'elle ne fasse pas beaucoup d'efforts. Et voilà quoi. Donc, ça entraîne vraiment une fatigue constante. En fait, quand j'insiste sur la fatigue, c'est pas déjà tu es fatigué, après tu te reposes. C'est vraiment une fatigue constante en fait. Donc, il faut vraiment être préparé au fait que quand tu vas accoucher ton enfant, la vie ne sera pas Alice au pays des merveilles. Ce sera vraiment dur en fait. Ce deuxième point de fatigue s'enchaîne bien avec le troisième point que j'aimerais présenter et qui est le manque de sommeil. Le manque de sommeil est aussi en partie une cause de la fatigue que j'ai citée tout à l'heure. Et le manque de sommeil, là, vraiment, c'est quelque chose que, franchement, on n'explique pas, quoi. Parce que, imaginez-vous que vous accouchez un enfant. Lui, il a ses heures de sommeil qu'il avait dans le ventre. Il ne va pas sortir là, commencer à se dire, ok, à la nuit, à partir de 20 h il faut que je me couche pour dormir. Non, l'enfant ne connaît pas ça. Déjà qu'un nouveau-né ne dort même pas en général plus de 4 heures. Je veux dire, d'un coup comme ça. Je pense que quand ils sont vraiment encore tout petits, maximum, c'est 3 heures qu'ils dorment. Hein. Donc, ils sont toujours en train de dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Et quand il se réveille, tu dois t'occuper de lui. Quand il dort, même, tu dois le surveiller parce qu'il peut vomir, il s'étouffe. Il peut être couché sur une mauvaise position, il s'étouffe. Donc, il y a tellement de trucs à vérifier, en fait. Certains médecins disent même que c'est pas bon de faire dormir l'enfant comment on appelle ça, sur le ventre et tout. Parce qu'il peut s'étouffer et tout. Moi, mon enfant ne m'est pas dormi sur le dos. Donc, il fallait que je le mette sur le ventre comme il aime. Et que je sois à côté pour le surveiller.
Donc, vous imaginez un peu. Donc, je suis vraiment en train de travailler tout le temps. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Et un petit conseil que j'aimerais donner par rapport à ça, pour celles qui n'ont vraiment aucune expérience, les mamans, les anciennes mamans savent déjà ce qu'il faut faire. Vraiment, le conseil optimal pour gérer cette fatigue constante et ce manque de sommeil, et ça reste dormir en même temps que votre bébé. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a le programme de la journée, il y a des trucs que tu dois faire parallèlement. Tu ne vas pas te coucher à chaque fois que l'enfant dort, tu te couches à côté, tu dors. Mais essayez vraiment, quand l'enfant fait des longues siestes, genre de 3, 4 heures, vous essayez de vous coucher avec lui, vous dormez avec lui, essayez de vous endormir en même temps. Et peut-être, bon, vous allez vous réveiller un peu plus tôt parce que vous avez des trucs à faire. Mais essayez vraiment de vous adapter à son rythme de sommeil parce que ce sera difficile pour lui de s'adapter au vôtre. Avec le temps, ça va venir, mais au début, c'est à vous de vous adapter en fait. Donc, essayez de dormir en même temps, autant que possible, que votre bébé, tout simplement. Le quatrième challenge que nous rencontrons dans le postpartum, nous les femmes, c'est le fait qu'on n'ait pas de temps pour nous, mais absolument, mais pas du tout. Je pense que ça, si on demande à 100 femmes qui viennent d'accoucher, 99,9 on vous dit, franchement, je n'ai jamais le temps pour moi. Parce que, tu vois, quand tu sors de ta vie de jeune fille, tu es habituée à genre, peut-être tu as un travail ou bien tu fais tes études. Après, tu as la soirée pour toi. Tu peux regarder un film Netflix. Tu peux chill. Tu peux rencontrer tes copines. Tu peux sortir un samedi. Sortir peut-être en soirée. Ou bien aller dans un bar. Je vois un peu le genre de vie stylé là et tout. Quand tu accouches là, non, c'est fini. C'est fini. Et ce qui est marrant, c'est que non seulement c'est fini parce que tu n'as jamais le temps pour faire ça. Et même si tu as le temps, voilà une chose. Même si tu as même le temps, tu as même quelqu'un qui peut-être qui peut s'occuper de l'enfant à ta place. Tu vas sortir, après peut-être 30 minutes, tu auras envie de rentrer voir ton enfant. En fait, c'est naturel. Moi, j'ai expérimenté ça. Après mon accouchement, j'avais trop le sang chaud que non, je veux sortir. Et c'est trop, de 9 mois, je ne suis pas sortie. Maintenant, là, c'est mort, je vais seulement sortir et tout. Maman, me voilà, dès qu'on sort là, dès que j'arrive, je prends peut-être un premier verre de trucs non alcoolisés et tout. Je commence à regarder, je dis, ah, moi je veux rentrer, moi je veux voir mon enfant. Dès que tu sors, ton enfant te manque tellement que, je sais pas, c'est incroyable en fait. Et pourtant, tu as vraiment besoin de sortir, mais c'est impossible. Tu as toujours l'impression qu'il y a une partie de toi qui manque en fait. Donc, franchement, ne vous mettez pas trop la pression à que oh, le temps est en train de passer. Il y a des trucs qu'il faut que je rattrape. Mes copines sont en train de vivre des trucs. Moi, je suis à la maison. Tu as l'impression de manquer beaucoup de choses. Mais franchement, tu ne manques rien. Parce que quand ton enfant va grandir, toutes ces choses-là, tous les restaurants, là, tous les bars là seront toujours ouverts et tu pourras toujours y aller. Donc, apprenons à faire la part des choses. C'est très important. Ok? La cinquième chose qui est difficile à gérer dans le postpartum, au début surtout, ce sont les sorties avec bébé. Oh là là. Moi, je me rappelle de mon cas. Franchement, c'était une carte. La première fois que je devais sortir avec mon bébé pour aller... Ah, je pense que la première fois, c'était aller le rendez-vous chez le médecin parce qu'il faut que tu fasses U3, genre le troisième check-up des nouveau-nés et tout. Parce que je pense que le premier et le deuxième se font directement à l'hôpital. Je me rappelle bien. J'étais tellement en panique parce que je me disais, oh mon Dieu, si ça j'arrive en route, il commence à pleurer, qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, ici c'était l'hiver aussi, quoi, il est dans l'hiver, donc je me disais, qu'est-ce que je fais? Je vais m'arrêter où pour le tétis? Il commence à pleurer dans sa poussette, là, je ne saurais pas comment gérer et tout. C'est vraiment difficile. Et tu te dis, ah, il faut que tu penses à prendre tout ce qu'il faut prendre, il faut que tu prennes son biberon, que tu prennes ses couches de rechange, il faut que tu prennes des vêtements au cas où il se salit, il faut que tu... Il y a tellement mille et une choses auxquelles tu dois penser à la fois. C'est vraiment stressant, c'est difficile à gérer. Et souvent, je te dis, voilà, ok, tu as vraiment besoin déjà, tu essaies de sortir le moins de temps que possible. Parce que je te dis, quand je sors, il faut vraiment que ce soit un truc important que je peux faire. Moi, c'est comme ça parce que... Et quand j'étais obligée de sortir, oh, c'était toujours la panique totale. Parce que je te dis, mais je vais arriver là-bas en ville, je vais gérer comment sa nourriture et tout. Surtout pour les enfants qui prennent des repas. Des repas qu'il faut d'abord chauffer avant de leur donner. Tu te dis, mais je vais gérer ça comment et tout, quoi. C'est vraiment stressant, mais... c'est inévitable, je vous dis donc, apprenez juste à faire les choses pas à pas. Et avec le temps, j'apprends quoi. Avec le temps, tu apprends. Si la première fois, tu oublies quelque chose, la prochaine fois, tu y penses tout simplement. Et c'est gérable, mais je vous avoue que c'est vraiment très difficile. Les sorties avec bébé et tout, c'est vraiment difficile. Surtout pour les mamans, les femmes, comme je disais tantôt, les femmes qui sont seules, je sais pas comment vous faites. Gérer un enfant d'abord seul à la maison, c'est tout fou, je pourrais pas, franchement, je pourrais pas. Et celles qui sont dehors là, tu sors avec l'enfant dehors, tu gères tout seul en fait. Et vous savez comment les gens sont dans le pays ici où nous sommes là. Dès que tu es avec l'enfant là, ils entendent seulement nyeh, tout le monde commence à te regarder genre, surtout peut-être celles qui prennent le bus, voilà. Et peut-être tu n'as pas une voiture, que tu dois peut-être sortir l'enfant en bus. Dès que l'enfant commence à pleurer dans le bus, tu fais comment?
ou dans le tram, ou dans le métro, je sais pas moi quoi. C'est la panique. Moi, je paniquais trop. Franchement, heureusement que j'ai un bébé qui, il ne pleure pas beaucoup. Mon enfant, il adore se balader. Dès que je le mets dans la poussette, comme si c'est encore en train de sortir, il ouvre ses yeux comme s'il commence à regarder partout. Lui, il est tranquille en fait. S'il commence à faire, c'est qu'il a faim. Donc, et moi, c'est la chance que j'ai parce que tous les enfants ne sont pas comme ça. Il y a des enfants qui pleurent non-stop. Et c'est vraiment stressant pour les mamans. Donc, soyez préparés à ça. Et je pense que la solution que je peux vous donner, bien le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est tout simplement d'être très, très organisé. Soyez organisé. Ne sortez pas à la hâte. Si vous savez que j'ai un rendez-vous avec chez le médecin avec mon bébé, il faut penser à tout prendre. Vous faites même déjà votre sac même la veille si possible. Parce que quand tu oublies un truc avec un bébé, donc c'est le jour où tu oublies le truc là que toi tu auras besoin du truc là. Parce que souvent, moi ça m'arrive, quand je suis avec mon enfant, j'ai toujours mon thermomètre avec moi. Toujours et toujours. Mais c'est le jour où j'oublie le thermomètre là que lui commence à faire la fièvre. Franchement, c'est galère, quoi, c'est galère. Un autre point, ou bien le sixième point, je pense, hein, ou bien le sixième challenge que, voilà, nous avons pendant le postpartum, c'est nos seins, nos lolos, nos mamelles, nos mamelons. Franchement, les mamelons, comment vous dire, comment dire. C'est pas le voir bébé, c'est pas Alice au pays des merveilles, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok. Franchement, les mamelons là. Parce que moi, quand je me rappelle quand j'étais enceinte et tout, j'étais encore, je sais même pas trop, 3 mois, 4 mois, 5 mois, durant toute la grossesse en fait. J'étais toujours en train de regarder mes mamelons comme ça, que le lait, il va même sortir. J'avais hâte en fait que le lait commence à sortir. Parce que moi, c'est un truc qui me fascinait tellement que genre vraiment, je vais commencer à faire du lait comme une vache, wesh. Mais vraiment, j'avais hâte en fait, je voulais que le lait sorte et tout, ça me plaisait, ça me fascinait en fait. Donc, voilà. If you can relate, ça me fascinait et tout, j'avais hâte que ça sorte. Mais, ce que je savais pas, c'est que quand ça sort là, ce n'est pas une partie de plaisir en fait. Quand le lait sort de tes seins, mais ça fait mais mal. Ouh. Parce que moi, quand j'ai accouché, je pense que c'est comme ça chez la plupart des femmes. Quand tu accouches, le lait ne sort pas directement. Mais tu donnes quand même le sein à l'enfant. Parce que c'est le fait qu'il tire, qui va maintenant stimuler la production du lait, en fait. C'est vrai que vos seins sont déjà préparés à ça. Mais ils attendent juste d'être stimulés pour produire du lait. Du coup, quand le lait a commencé à venir, mais c'est venu en... Mais la pression était haute. Et c'est venu d'un coup comme ça. Et du coup, j'avais des papayes. Et moi qui avais toujours eu les petits seins et tout, j'avais des papayes en fait. C'était comme ça. Et c'était dur. En fait, ça vient en sorte de cailloux. C'est pas, ouais, un peu des cailloux qui font des petites boules un peu partout dans les seins. Jusqu'ici même en fait. Donc, ce qui fait que. Et quand tu touches comme ça fait quoi? Un mot, on t'explique pas. Ça fait mal. Ça fait tellement mal et tout. Du coup, ma sage femme qui venait toujours à la maison et tout, elle m'a donné des compresses. Elle faisait ses compresses avec du. Elle faisait même ça avec quoi? Une sorte de. Je sais pas comment on dit ça en français, avec du couvac. Une sorte de crème fraîche, un peu dure là, et qu'elle congelait dans du papier cuisine. Et après, elle me mettait ça sur les seins. Et ça diminue un peu la production de lait. Parce qu'en fait, plus le lait sort, plus tes seins gonflent. Et plus ça durcit. Parce que ça cherche l'endroit où s'accumuler en fait. Et c'est comme ça que plus il n'y a plus la place, plus ça durcit, plus ça te fait mal. Vous voyez un peu. Et l'enfant ne peut pas tout téter ça en même temps. C'est aussi trop pour lui, quoi. Et ça ne sert à rien de pomper. Parce que plus tu pompes aussi, plus ça a l'impression que, ah, si elle pompe autant, ça veut dire qu'en fait, l'enfant a besoin de manger autant. Donc, c'est comme ça que ton corps pense, en fait. Plus tu pompes, plus ton corps te dit, ton corps se dit, ah, donc il faut que je produise cette quantité-là parce que c'est ça qu'elle a besoin, puisque c'est ça qu'elle est en train de pomper. Donc, plus tu consommes, plus ton corps produit, en fait. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que plus l'enfant grandit, et moins il tète, et moins vos seins sont gros. Voilà. Et en dehors de cette partie de la production du lait qui fait mal, il y a aussi le fait que au début quand l'enfant tète et que vos seins ne sont pas habitués à être stimulés aussi longtemps, aussi régulièrement, franchement ça peut arriver que vous ayez des blessures au niveau des tétons. Et ces blessures là font tellement mal. Quand mon bébé tétait au début, ça me faisait tellement mal. À chaque fois qu'il attrapait comme ça, il disait seulement, oh mon Dieu, oh Seigneur, délivre-moi. Ça faisait tellement mal. Et il y avait un côté qui faisait plus mal que l'autre. Du coup, j'essayais de lui donner plutôt l'autre côté qui ne faisait pas mal. Mais comme ce côté-là se vidait trop, il fallait que je lui donne là où ça fait mal. J'étais obligée à un moment, donc. Seigneur, c'était la galère. Donc, girls, c'est ce qui vous attend. Mais après, heureusement, ça, c'est un truc qui passe. C'est vraiment juste au début. Et après, quand votre corps est habitué au fait que vous allaitez, ça, vous ne sentez plus. Après, vous n'avez plus de douleur.
vos seins ne vous font plus mal parce que ça ne produit plus autant de lait, tout simplement. Et voilà quoi. Voilà, le prochain challenge dont j'aimerais parler, c'est celui donc, celui que j'ai abordé tout à l'heure, un peu de façon implicite, c'est justement le fait de gérer un enfant seul. C'est, pour moi, je trouve que c'est impossible. Gérer un enfant seul, soyez aussi préparé à ça. Je veux dire, si tu es dans la situation où tu es une jeune fille, tu te dis, bon, je vais avoir un enfant, mais je ne suis pas forcément avec mon partenaire. Et bien, je suis tombée enceinte sans se séparer, ou bien on s'est même séparé avant, ou bien je suis allée faire une insémination artificielle, je ne sais pas moi trop. Les raisons qui peuvent vous pousser, il y en a tellement qui peuvent vous pousser une femme à avoir un enfant seul, des raisons. Donc, sache que si tu es dans cette situation, il faut vraiment que tu te prépares encore doublement par rapport à celles qui sont peut-être en couple, qui sont mariées, ou bien qui ont leur famille à leur côté, pour les aider à s'occuper de leur enfant, quoi. Parce que si toi, tu es vraiment seule, ma chérie, ce sera vraiment difficile et compliqué. Et si tu es dans cette situation, je te conseille vraiment pas de compter sur toi-même et te dire, de jouer à l'héroïne, en fait. Genre, tu dis, parce que c'est que souvent, quand tu es une femme indépendante, tu es habituée à tout faire seule. Moi-même, j'étais comme ça. Et du coup, tu n'as pas forcément envie de toujours être en train de demander de l'aide aux gens et tout. Parce que tu n'es même pas habituée à faire ça. Mais en ce qui concerne la maternité, franchement, essaie de trouver, organise-toi bien, c'est vrai, mais essaie de trouver vraiment des professionnels ou bien des gens qui peuvent t'aider. Et à l'hôpital, on peut te donner des conseils par rapport à ça, même chez ton médecin traitant. Il y a par exemple des sages-femmes ambulantes qui peuvent venir chez toi chaque semaine, t'aider à contrôler l'enfant, à voir s'il y a un truc qui ne va pas. Ou bien alors, je sais pas moi, vous essayez de vous rapprocher de certaines de vos copines. Essayez franchement de trouver quelqu'un qui pourrait être là pour vous quand vous en aurez besoin. Parce que ce n'est pas évident. Ça peut arriver que ton enfant tombe malade, tu ne sais pas quoi faire, tu paniques en fait. Tu vas appeler qui? Il faut vraiment avoir des contacts. C'est très très important. Et pour moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir des contacts de professionnels, des amis. Si vous n'avez pas le père de votre enfant, rapprochez-vous d'autres personnes. Ne laissez pas cette pression sur vous seul. Franchement, ne jouez pas à l'héroïne, ça ne sert à rien. Je pense que quand on vient d'accoucher, on est tellement vulnérable, on a besoin des gens autour de nous, sinon ça ne va pas. Donc, enlevez déjà ça de vos têtes que non, je vais gérer seul, je maîtrise et tout. Ça ne sert à rien. Vous allez souffrir. Pourquoi vous voulez souffrir? Pourquoi vous aimez souffrir comme ça? Et pour celles qui n'ont vraiment, vraiment pas le choix, franchement, je pense à vous, je vous pense. Un autre point, un autre challenge auquel les femmes enceintes, et même les femmes enceintes, auquel les femmes qui viennent d'accoucher font souvent face, c'est souvent le fait que les seins ne coulent pas du tout. Ça peut aussi arriver. Donc, il y en a qui souhaitent, comme moi, qui souhaitent allaiter et tout, mais ça peut arriver que vos seins ne coulent pas tout simplement. Vous allez faire comment? Il y en a peut-être qui ont souvent des maladies qui empêchent que voilà, le sein coule, ou alors d'autres qui ont, je ne sais pas moi trop, c'est tout simplement génétique, bon, je pense que ça n'a rien à voir avec la taille des seins. Donc, je sais pas, vraiment, je ne suis pas trop informée par rapport à ça, mais je sais que ça peut arriver que tu as envie d'allaiter, donc tes seins ne coulent pas, ou bien ça ne coule pas assez. Donc, du coup, ne vous entêtez pas à dire non, je veux tout faire pour, je veux que mon enfant prenne seulement le sein naturel. À un moment, il faut être raisonnable. Donc, je pense que dans ce cas-là, il y a des options de prendre des laits prêts qui sont vraiment faits pour les nouveau-nés. Et c'est avec ça que vous commencez à donner le biberon à votre enfant pour qu'il grandisse normalement, quoi. Parce que vous croyez que les enfants qui naissent in vitro, là, ils font comment? On les nourrit comme ça, hein, il n'y a pas le choix. Donc, d'un côté, il y a les seins qui coulent trop, et de l'autre côté, il y a comme moi, j'avais des seins qui coulaient trop, et de l'autre côté, il y en a dont les seins ne coulent pas du tout. Donc, dans ce cas, c'est bien de penser à l'alimentation complémentaire. Genre, tu allaites un peu et tu donnes aussi un peu de lait artificiel. Ça ne tue pas, c'est pas mauvais. C'est mieux que rien, quoi. Donc, just so you know, ça peut arriver, ok? Et si vous êtes dans cette situation où le lait ne coule pas et tout, moi j'ai quelques astuces de ma tête, de maman africaine qui peuvent aider certaines pour celles qui veulent, pour celles qui ne veulent pas, bien qui doivent vous demander à votre médecin tout simplement. Donc, chez nous en Afrique, quand une femme a des difficultés à produire beaucoup de lait, elle boit de la malta. Vous connaissez la boisson non alcoolisée malta là? Voilà, je pense que malt en allemand, malta, malt en anglais. Donc, quand vous consommez la malta, ça produit vraiment, ça vous aide à produire beaucoup de lait rapidement en fait. Donc ça, c'est une astuce. Vous pouvez aussi boire beaucoup de lait au cacao vous-même. Donc, plus vous consommez beaucoup de lait au cacao et plus ça va stimuler aussi la production de lait pour votre corps. Et ça peut vous aider à remédier à ce problème. Il y en a chez qui ça fonctionne. D'autres boivent carrément de la bière. Mais moi, franchement, je vous dis, c'est une très mauvaise idée. Je déconseille de prendre de l'alcool
quand on accouche et quand on est enceinte, parce qu'il y en a qui se disent que comme j'ai accouché, quand j'étais enceinte, j'avais pas le droit de boire de l'alcool. Quand j'accouche, c'est bon, je peux boire. Non, 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 tu peux pas boire. Même quand on accouche, on ne boit pas l'alcool. Surtout si tu allaites. Si tu n'allaites pas, ok, tu peux boire de l'alcool. Mais quand tu allaites, c'est interdit en fait. Parce que tout ce que tu manges, c'est ce que ton enfant mange. Je sais pas comment vous dire ça. Parce que c'est genre, si peut-être tu manges des épinards, quand ton enfant va téter, il va faire ses selles. Ses selles seront verts comme les épinards en fait. Parce que c'est ce que tu manges qui se transforme, qui passe dans le lait et c'est ce qu'il reçoit. Si tu manges, il y a même encore quoi là? Un truc peut-être rouge, je sais pas moi, je veux dire, ou bien un truc riche en fer par exemple. Si tu bois beaucoup de cacao, ces selles auront tendance à être marron comme le cacao qu'il a eu. Quand tu bois peut-être beaucoup de la sauce au, comment on dit cubis en français encore là? Quand tu bois beaucoup de soupe au cubis, au melon, je pense que c'est le melon en français, le melon orange là. Quand il va faire ses selles, ça aura la couleur orange. Donc cela, seulement ça vous indique déjà que tout ce que tu manges, en fait, ton enfant le mange aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, donc c'est inadmissible en fait de savoir ça et quand même de prendre la peine de boire de l'alcool, quoi. Genre, tu veux tuer ton enfant ou quoi? Ou bien tu veux le rendre un peu zinzin ou quoi? Attention, girl, attention. Donc, postpartum, la vie d'Alokala, c'est pas encore le moment. Moi, jusqu'à présent, je consomme pas d'alcool, hein. Non, je consomme pas parce que j'allais toujours, donc je consomme pas. L'avant-dernier challenge qui m'est venu à l'esprit concernant le postpartum et que j'aimerais partager avec vous, bien sûr, c'est tout simplement, la dépression postnatale, postpartum. C'est un sujet qui est très méconnu dans la communauté noire, dans la communauté africaine. Franchement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et c'est un truc qui est trop pris à la légère, je trouve. Je pense qu'on ne le vit pas trop en Afrique parce que, bon, en Afrique, tu as tellement de soutien, tu es tellement, je sais pas, tu es tellement bien entouré, il y a tellement de gens qui t'aident que tu ne sens pas trop la pression, la responsabilité de la maternité sur toi. Mais pour celles qui vivent ici, comme je l'ai dit tantôt, comme moi, et qui doivent tout gérer seules, qui sont vraiment, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne peuvent compter sur personne. D'autres, souvent même tu accouches, même tu as un gars, après quand tu accouches, le gars fuit. Ou bien même encore, le gars n'est même pas. Certaines sont en couple, hein, mais elles ont malheureusement des partenaires qui ne sont pas conscients en fait. Vous voyez déjà ce genre de partenaires qui, dans leur tête, ils sont toujours à l'époque de Ahmad Ouahidjo, là, genre la femme, les choses de l'enfant, la femme, ça la regarde. Lui ne comprend pas vraiment que tu as vraiment besoin d'aide. Tu as vraiment besoin même de te reposer, que ton corps se repose. Il ne comprend pas ça. Du coup, tu te retrouves en train de tout faire seul. Imaginez-vous, par exemple, une femme qui vient d'avoir une césarienne. Et elle commence, vous savez, comme certains gens ne respectent rien là. Et il y a les gens qui viennent te rendre visite. Tu viens d'accoucher, ils viennent 2 jours après te rendre visite. Et ils s'attendent à ce que c'est toi qui fasses la cuisine pour les recevoir. Like, non mais soyons sérieux. Et si tu as un partenaire qui n'est pas compréhensif, il va te regarder là, genre, faire la cuisine pour mes invités, tu vois un peu. Mais pourtant, en fait, tu ne dois pas rester longtemps debout. Ce genre d'exemple, en fait. Le fait que tout repose sur toi, tu dois vraiment t'occuper de tout. Toutes les visites à l'hôpital, c'est toi qui dois faire. Ton partenaire fait toujours que tout repose sur toi. Bien quand tu es seul, tout repose sur toi. Tu fais tout seul, tu n'as pas le temps pour toi. Ton corps a changé, ton corps te dégoûte même limite. Franchement, tes hormones sont en train de te rendre folle et tout. Tout ça peut conduire à la dépression, je vous dis. Et il y en a beaucoup qui souffrent de ça et qui ne s'en rendent même pas compte. Franchement, c'est important. C'est pour ça que je dis c'est important de chercher de l'aide. Ce n'est pas bien de toujours vouloir tout faire seul parce que ça vous rend malade en fait. Il y en a qui détestent même leur enfant. Une fois, j'ai suivi une émission à la télé, une femme qui disait que quand elle a accouché, elle a accouché des jumeaux en fait. Et le deuxième jumeau, elle ne savait pas qu'elle devait accoucher des jumeaux. Elle aimait, ou bien elle s'attendait plus à un enfant. Elle savait qu'elle devait avoir des jumeaux. Mais même pendant sa grossesse, elle détestait déjà le deuxième enfant en fait. Et du coup, quand elle a accouché, et comme c'était difficile de gérer les 2 enfants, elle a commencé à affectionner celui qui est sorti en premier. Et le deuxième, pour elle, c'était comme la charge de trop et tout. Moi, je dis que les gens disaient que c'est une forme. Moi, je dis que c'est toujours une forme de dépression, en fait. Parce qu'elle n'arrive tout simplement pas à gérer le tout. Donc, franchement, essayez de prendre même vos dispositions avant même de tomber enceinte, avant d'accoucher. Même quand vous tombez enceinte, vous avez encore 9 mois pour pouvoir vous préparer. Si vous n'étiez pas préparé, franchement, ce n'est pas bien voilà, de se dire... Voilà, on compte sur les surprises, on est préparé aux surprises. C'est pas une bonne idée quand on doit s'occuper d'un enfant parce que ça peut vous faire tomber dans une dépression, commencer à détester. Vous commencez même à crier. J'ai suivi même la vidéo de Bijou. Et je m'aime Bijou.
de Ruby la milliardaire. Une fois, elle parlait de ça et elle disait aussi qu'une fois, elle était en train de conduire sur l'autoroute. Elle a commencé à crier parce que ça l'a prise d'un coup. Il fallait qu'elle se libère, quoi. Et moi, franchement, je comprenais tout à fait parce qu'il y a des moments où je reste. J'ai l'impression que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus de vie, en fait. Je n'ai plus de vie. Moi qui aimais sortir, j'aimais. Vous connaissez. Ceux qui me connaissent, là, vous connaissez. Mais à un moment, j'ai compris que, gars, ça ne sert à rien d'être trop pressé. Surtout, quand tu es trop pressé, tu veux toujours trop revenir à ta vie d'avant. C'est important de comprendre que quand tu accouches là, ta vie ne sera plus jamais pareille. Ton corps même ne sera plus jamais pareil. À moins que tu fasses de la chirurgie. Je suis désolée. Hein. Et voilà, celles qui ont la chance, peut-être qui ont une peau un peu peut-être plus foncée, les défauts de leur corps se voient moins parce que voilà, la peau de toutes les façons, elle est foncée. Donc c'est une chance pour elles. Mais pour celles qui ont la peau un peu plus claire comme moi, c'est là. Tout se voit. Donc tu vis avec. Et tu apprends à t'aimer tel que tu es. Et tu te dis, il faut se te dire, waouh. C'est vrai que mon corps est là, il est comme il est. Mais moi, par exemple, à chaque fois que je regarde mon enfant, il dit, mais ça vaut la peine, genre, regardez ce que j'ai créé, gars. C'est shit, you know what I'm saying? Like, je suis trop fière, en fait. Donc, franchement, pour moi, c'est ma consolation là-bas. Donc, essayez, quand vous êtes, peut-être vous êtes dans cette période de dépression, essayez de trouver les bons côtés des choses. Essayez aussi souvent de vous dire, avant, quand je n'avais pas encore d'enfant, je souhaitais tellement avoir un enfant. Je me sentais incomplète, ma vie était vide et tout. Maintenant que j'ai ce vide, elle est comblé, donc, voilà, si c'est ça le prix à payer, ben, tu acceptes ça comme ça. Et il faut être content parce qu'il faut aussi te dire qu'il y a des gens peut-être qui aimeraient me mettre à ta place. Il y en a qui cherchent même les enfants qui ne trouvent pas. Toi, tu es là, tu as un enfant, parce que tu te plains que oh, j'ai 2, 3 traits de vergeture. Mon frère, les vergetures, c'est quoi? Non, mais je vais me faire une vidéo pour vous montrer comment ça s'habille bien, pour cacher certains défauts. Je pense que ce sera le thème de ma prochaine, d'une de mes prochaines vidéos. Genre, pour ceux qui ont, parce que ceux qui ont beaucoup, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de complexes par rapport à leur corps, qui ne savent pas trop comment s'habiller. On fait une vidéo sur ça, ok? Pour vous donner un peu certaines tactiques qu'on fait pour camoufler un peu les oui, pour rendre quand même les gens un peu dingues là, ou un peu. Ah, meuf, c'est rien, ça en maîtrise. Voilà. Et voilà le dernier point. Le dernier point qui va aussi drastiquement changer en postpartum, c'est votre vie intime ou sexuelle, entre guillemets. Parce que, contrairement à beaucoup d'attentes, on se dit souvent que c'est pendant la grossesse qu'en fait, la vie sexuelle change. Franchement, ce n'est pas le cas. Pendant la grossesse, même, les choses vont même plutôt de mieux en mieux. Mais c'est après la grossesse que commence à venir le vrai problème. Parce qu'il y en a, par exemple, en accouchant, elles ont des déchirures. D'autres accouchent par césarienne. D'autres ont des vergetures. Donc, il y en a qui, déjà même du point de vue des changements physiques, ne s'acceptent pas. Il y a aussi même les changements hormonaux qui font que tu n'as même plus trop envie. Ou bien tu ne penses même pas à ça, dû au fait que tu es tellement occupé par ton enfant, il te prend la tête quand la nuit arrive, tu es tellement fatigué que tu n'as vraiment pas le temps pour ça. En fait, psychologiquement et physiquement, tu es à bout. Et ça affecte ta vie, même sentimentale, ta vie intime. Ce qui est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est important aussi de laisser le temps dans ce cas de revenir à la normale. Il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas pousser les choses, brusquer les choses. Et si tu as un partenaire qui insiste trop, essayer de communiquer, aller même voir des thérapeutes, hein, parce qu'il y en a, je ne vous pas que le problème souvent dans les couples, c'est le problème d'éducation. Quand vous avez un problème par rapport à une chose, c'est toujours qu'il y a toujours une personne qui est mieux éduquée par rapport au sujet que l'autre. Donc, on ne peut pas toujours voir les thérapeutes ou les psychologues parce qu'on est fou, non. Parce que souvent, on arrive là-bas, ils nous éduquent tout simplement. Peut-être si ton partenaire, il te dit, mais depuis que je te demande le oui, tu là, tu sais tout, tu ne veux pas donner. Peut-être c'est parce qu'il ne se rend pas compte que tu ne peux pas, en fait, tu n'es pas disposé. Donc, c'est peut-être mieux d'aller voir quelqu'un qui pourra lui expliquer calmement. Et là, il comprendra, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, en toute situation, il y a toujours une solution. Voilà, dans cette vidéo, voici quelques challenges du postpartum que j'avais envie de partager avec vous. Et si vous avez d'autres challenges auxquels vous avez fait face à ajouter, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. J'ai dit toujours ça. Vous regardez mes vidéos, vous ne commentez pas. Ça vous rate. Ça vous rate. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je parle d'autre chose, peut-être un thème qui vous intéresserait. Et voilà, dites-moi en commentaire et ce sera un plaisir pour moi de faire la vidéo pour vous. Alors, bisous. Ciao.